Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va s'intéresser la narration soft landing ou hard landing. Est-ce que Powell est capable de faire atterrir l'avion d'une manière à la cool, ou alors est-ce que il va ici se crasher, peut-être aller trop loin dans les taux, ce genre de choses. On va s'intéresser du coup à des théorie monétaire économique, mais on va pas axer vraiment cette analyse sur la récession, même si vous allez voir que ça va être quand même l'angle d'attaque, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une récession. On va aussi, et c'était ma volonté dans ce sujet, se baser sur S&P 500, qu'ont fait les actions à ce moment-là, et bien sûr du coup qu'est-ce que ça peut nous donner pour nous en ce qui nous concerne sur Bitcoin, si jamais on avait donc une récession ou pas. Quelles sont les chances d'une récession? Ça va être d'abord la première question qu'on va se poser. La deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle pourrait être l'action sur S&P 500 à ce stade, si jamais on avait une récession, donc en fonction du pourcentage qu'il est probable d'atteindre au niveau récession. Et puis ensuite, on ira voir tout ce qui s'est passé depuis 1965. Donc, est-ce qu'on a eu, combien on a eu de politiques monétaires contraignantes depuis lors? Et puis, qu'est-ce qu'il s'est plus ou moins passé à chaque fois. Donc ça risque d'être un sujet un petit peu long, mais bon, c'est dimanche, c'est cool, on a le temps, et puis c'est intéressant, je trouve, de rentrer dans ces statistiques-là. Analyse de prix sur Bitcoin. On est toujours sur... déjà, j'en profite pour vous dire de mettre un like, bien évidemment, c'est très important. Ça aide beaucoup la chaîne si vous le faites, ça prend 2 secondes, donc faites-le maintenant. Et puis également, de ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord, vous abonner, etc. Tout ça, ce genre de choses. Toujours dans un petit peu la même contraction, on va dire. C'est-à-dire que on n'arrive pas à passer ici cette droite là, vous le voyez, c'était la droite de la première correction. On a eu une forte correction ensuite par le bas, et ensuite on est venu se casser la tête à nouveau sur cette résistance oblique. Donc c'est intéressant, peut-être qu'on peut targeter des choses autour de cette résistance également plus haut, ou alors tout simplement se dire que soit on casse cette résistance vers le haut à ce stade, on accélère l'axe de montée qui est plus ou moins celui-ci. Vous le voyez que c'était déjà plus ou moins l'axe de montée, ce qui nous avait été donné lors de ce grand W. En fait, on est resté plus ou moins sur la même pente depuis le départ à ce stade. Je suis sûr que si on tire celle-là, on peut lui trouver une raison quelque part par ici également. Bref. Quelque chose de relativement ici géométrique et plutôt propre. Pour le moment, cette trend là ici en daily, je crois qu'elle tient en daily. Oui, elle tient d'ailleurs, ça se voit à ce stade. Donc si on la prend pour une daily, ça tient à peu près. Donc ça continue à essayer de pousser vers le haut de cette résistance. Néanmoins, attention, on commence à avoir ici, vous le voyez, des divergences daily. On est désormais à la 3e. Alors la 3e n'est pas confirmée. Elle sera confirmée malheureusement que quand on passera sous les 50 de RSI. Donc ce point-là au niveau du RSI, ici plutôt. Stochastique qui est en haut, qui pour le moment semble vouloir continuer à monter. Et sur le VMC, donc le Market Cipher, on a cette VWAP qui se rapproche du 0, qui pourrait nous dire attention, cette vague-là va se fermer. Mais néanmoins, pour le moment, à part cette VWAP qui se rapproche du 0, vous voyez qu'on a un money flow qui est toujours à l'augmentation, donc l'argent rentre. On ne ferme pas ici cette vague de momentum, donc on n'a pas du tout de point de vente. On est même plutôt en train d'écarter ici, vous le voyez, les deux droites. Bref, tout est plutôt haussier ici à ce stade. Si on regarde, et vous comprenez que c'est ça qui est vraiment intéressant, la structure, là on est en daily, on va passer sur la 4 heures. Sur la 4 heures, si on met mon indicateur de price action par exemple, pour que ce soit plus rapide, la 15 minutes c'est retourné, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, donc c'est peut-être un début de signal shorter, donc attention à ça, bien évidemment. Et puis pour l'instant, on a toujours alignement vers le haut de la 1 heure, la 4 heures et la daily. La 15 minutes, elle s'est retournée, pourquoi? Parce que tout simplement, on a eu un changement de caractère. Hop. On a eu un changement de caractère ici, c'est-à-dire que là, on n'a pas réussi à faire de nouveau plus haut, et même à ce stade, le changement de caractère, il est apparu là, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas réussi à prendre ce top-là, et ça, c'était hier, je crois. Ici. Donc là, on n'aurait pas eu ce changement de caractère. Pour l'instant, on n'a pas perdu ce plus bas là, donc il n'y a pas de cassure de la structure. Si on fait ça, du coup, la 15 minutes va vraiment passer baissière, voire on pourrait retourner également la 1 heure. Donc à la perte de ce plus bas là, on considérera que la structure est en train de se retourner. Ok? Donc pour l'instant, tout reste toujours haussier, encore une fois, sauf la 15 minutes qui, elle, a marqué son changement de caractère ici. C'est-à-dire que là, on était sur quelque chose de haussier sur la 15 minutes, et à la
perte ici de ce plus bas là, vous voyez qu'on redescend. Et idem, ici, même chose aussi, et qu'on peut ici montrer sur la 15 minutes et qui me semble relativement intéressant et important à montrer. Pour le coup, on a cette résistance-là qui tient très bien. C'est-à-dire que à ce stade, on fait des montées, on essaye de pousser contre cette résistance. Vous le voyez, il y a des attaques successives, mais pour l'instant, on se fait à chaque fois rejeter par tous ces points-là. Donc est-ce qu'on est en train de finir ici une structure d'accumulation, c'est-à-dire est-ce que là en fait on est en train d'aller et de passer vers le haut et on a accumulé du long, ou alors est-ce qu'on est en train de tout simplement distribuer par exemple dans ce range, c'est-à-dire à chaque fois qu'on touche la borne haute, ben on est vendeur, et puis on arrête de vendre dès qu'on touche en bas, et ainsi de suite. Ça c'est un petit peu la question du moment. Pour moi, on est plutôt dans une accumulation, mais je peux me tromper, c'est-à-dire que à ce stade, bien évidemment, il n'est pas du tout rassurant de voir cette droite nous repousser systématiquement, d'accord? Ici, ça fait désormais 3 ou 4 fois. On va voir ce qui se passe là sur cette tentative supplémentaire. Peut-être un range aussi qui pourrait se mettre en place ici entre, pour moi, hein, c'est mon avis, hein, vraiment c'est un petit peu tôt pour en parler, mais entre ce point-là et ce point-là, c'est-à-dire que on distribuerait en haut du range et on réaccumulerait en bas, donc une volatilité pas énorme, c'est-à-dire entre 24 et 25 000 à peu près globalement. Ça peut arriver, pourquoi? Parce que j'aime bien moi sur ce genre de bougie vendeuse. Alors on aurait peut-être même plutôt intérêt à le faire sur celle-ci. Mais sur ce genre de bougie vendeuse, poser un Fibonacci et considérer qu'on va soit ranger entre les 0,230 et les 0,618, ce qui est le cas plus ou moins, enfin ce qui pourrait plus ou moins se mettre en place ici sur ce mouvement-là. Et on va voir ce que donne cette grosse bougie vendeuse là. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire moi, c'est-à-dire que quand on a un mouvement fort, on va le mettre ici, ouais. On peut considérer ici une latéralisation dans un sens entre le 0,236 et le 0,618, donc quelque part par ici. D'accord. Et quand on prend exactement la même bougie vendeuse qui est la suivante, qui est celle-ci, et que là je vous mets le 0,236, ça correspond à peu près, vous le voyez, on se fait repousser par le 0,236 ici. C'est assez fréquent si vous voulez, quand on a une forte bougie vendeuse ou acheteuse, eh bien qu'on range entre ces deux bords. Donc là ça nous donnerait un range entre là et là, ce qui est plus ou moins d'ailleurs ce qui est en train de se mettre en place, même si là on est plutôt dans le haut du range. Voilà, peut-être revenir ici au 24,4, essayer voilà des sorties, ce genre de choses, ou alors s'inscrire dans un range plus gros, c'est-à-dire que là on a cette forte bougie vendeuse, on réintègre et pour le coup on s'inscrit dans un range qui fait plutôt comme ceci, c'est-à-dire là pour le coup vraiment de 24 à 25, c'est ça. Je vous ai annoncé déjà hier que on pourrait ranger dans la zone pendant un petit moment. Je suis un petit peu embêté quand même, voilà, ça c'est clair et net par cette résistance oblique qui ne veut pas casser. Donc là, on semble ne pas vouloir venir breaker ça. Si jamais on break cette trend, il va y avoir une accélération très forte vers le haut. Si jamais on se fait repousser à nouveau, repousser et qu'on commence à perdre ici du momentum, et bien à ce moment-là, c'est direction le sud. Comme dirait Nino Ferrer, même s'il dirait plutôt on dirait le sud. Voilà pour l'analyse de prix. On va pas faire plus long hein, aujourd'hui, voilà, ça sera une petite analyse tranquille du dimanche. Sur Ethereum, globalement, la structure est un peu différente. On avait expliqué pourquoi hier, tout simplement parce qu'on est passé sous la grosse structure 4 heures ici, et ici, ce point-là a été perdu. On va se remettre en 4 heures plutôt pour montrer ce qui se passe. Voilà, on est passé ici, là, sous la structure 4 heures, donc sur Ethereum, c'est un petit peu différent. Pour l'instant, on est plutôt en train de balader en triangle, c'est-à-dire que Ethereum contracte en 4 heures, comme ceci, d'accord? Et là, c'est pareil, c'est laquelle de ces deux trends va gagner, et c'est ça qui va nous donner la direction suivante. Une grosse imbalance ici, donc attention à ça. On pourrait aussi, pour le coup, sur Ethereum, tout simplement revenir ici en bas du range, là. À partir du moment où on ne repère pas à nouveau ce point-là, ça reste haussier sur Ethereum. Mais sur l'indicateur qu'on a au niveau des structures, qui est donc celui-ci, vous voyez que la daily désormais est passée baissière.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour retourner la daily en haussier? Tout simplement ne pas perdre ça, d'accord? Puisque ici c'est là qu'on a changé de caractère au niveau de la daily, d'accord? Et puis tout simplement continuer à péter ici vers le haut, ou alors faire un nouveau plus bas ici pour finalement casser vers le haut. Et là on rechangerait le caractère du daily. Ici le 4 heures a déjà changé de caractère et de manière très forte sur ce up là. Vous le voyez, CHOH+. Donc ça nous dit un joli swing peut-être sur Ethereum à ce stade, étant donné qu'on est venu récupérer ce point là. Donc la résolution pour moi en tout cas en court terme, elle se trouve ici dans ce triangle. Est-ce que on se fait repousser comme Bitcoin par ce triangle, ou est-ce qu'on tient ici sur la structure pour désormais partir en haut? Attention à cette imbalance, je vous l'ai expliqué déjà quand même. Et pas mal de valeurs en dessous, comme c'est le cas sur Bitcoin en 4 heures. Pas mal de valeurs en dessous, donc attention également à ça. En ce qui concerne les news, je crois que j'ai regardé, il y avait vraiment rien aujourd'hui, donc on va passer sur les news, on va vraiment aller traiter la news habituelle. On va faire la liquidité, mais avant je vous envoie la petite page de pub comme d'habitude. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Et on est à 3 ou 4 affiliés du prochain tirage au sort, qui sera celui des 40 affiliés, donc une chance sur 40 de gagner 200 USDT. Tirage au sort assez facile, et je trouve que les chances de gagner ici sont relativement fortes, donc n'hésitez pas. Hier, on a liquidé 40 millions, à savoir pas grand-chose, 7 millions sur Ethereum, 7 millions sur Bitcoin, donc c'est plutôt sur les altcoins que se sont faits les mouvements, principalement du short, vous le voyez ici. Ensuite, on va pas faire le carnet d'ordre. Sur la liquidité, eh bien, pour le moment, si je me mets en 5 minutes, ce sera peut-être mieux. Je vous ai pas fait les niveaux ici, je vais les faire demain. Mais globalement, si on regarde la structure d'une manière générale, ici j'ai une augmentation du prix, j'ai une augmentation aussi de l'open interest. Sur toute cette figure-là, enfin disons qu'elle suit le prix, ça c'est plutôt une bonne chose. Mais par contre, j'ai pas la même, j'ai pas les mêmes niveaux au niveau du funding. Donc ça veut dire que théoriquement, sur tous ces points-là, globalement, on serait plutôt sur l'hypothèse que on va casser la fameuse résistance oblique qui pour l'instant nous empêche de monter. On va dire que la liquidité fraîche est plutôt shorteuse. Mais quand vous allez voir ici la liquidité qu'on va qualifier de un peu plus vieille, c'est-à-dire 5-6 jours,
puisque là on regardait en 5 minutes, hein, bien évidemment, mais les leviers 100, etc., c'est plutôt des choses à regarder en 5 minutes. On voit qu'il y a quand même beaucoup de monde en dessous, à savoir ici 16 milliards en position leveragée qui attendent d'être liquidés. On est en train de forcir la zone qui est là, donc pour moi, ça irait dans le sens potentiellement peut-être une prise de liquidité en haut, donc au-dessus des 25,2, moi j'ai en tête les 27, et puis ensuite, assez fortement, on dézingue vers le bas. Pour le moment, c'est mon scénario privilégié, maintenant je suis pas du tout sûr que c'est ça qui va se passer, mais donc du coup, je continue ici à quand même chercher du long. Idem ici sur Ethereum, beaucoup de positions en bas, donc attention à ça, ça pourrait très bien dévisser à partir de là. Vous avez vu qu'il y avait des divergences daily, etc. Donc bien entendu, protégez vos entrées avec des stop loss, ce genre de choses, ou alors n'hésitez pas à TP assez rapidement. Ici, donc même chose sur Ethereum, c'est pareil, on a regardé la même chose. Sur le 12 heures en BTC, là c'est la 7 jours, mais c'est pas grave, on va regarder la 7 jours en premier. Là, 7 jours, ça nous dit pas énormément de monde finalement en dessous là, ici. C'est peut-être pour ça que le prix a du mal à choisir une direction, mais pas énormément de monde également au-dessus. Vous voyez que la zone des 26, elle est pas normale, on n'est pas dans le jaune par rapport à là où on avait quasi une certitude qu'on allait venir chercher cette zone-là. Et bien pour l'instant, les zones jaunes, elles sont plutôt à 19 voire 20 000. Donc attention à ça aussi également. Si les shorts ne viennent pas en masse en début de semaine, là, on a des chances ici de venir corriger malheureusement plutôt bas. Par contre, sur la 12 heures, j'ai apparition effectivement de short près du prix, c'est-à-dire 25,2, etc. Là, ça se jaunit un petit peu. Et sur la 12 heures, j'ai plutôt un niveau autour des 22 à venir prendre. Donc pour moi, mon idée, ça serait potentiellement monter à 26-27, clôturer un petit peu tout ce qui se passe en haut et potentiellement ensuite venir à minima corriger sur la zone des 22,3, quelque chose comme ça. Peut-être en dessous, peut-être taper les 20, revenir tester les 20, pourquoi pas. Encore une fois, c'est des flux qu'on regarde là, hein, donc c'est comme regarder une rivière, essayer de faire son lit, c'est assez difficile de comprendre toutes les aspérités du sol avant que ça arrive. Très mauvaise image, mais voilà, vous comprenez ici le concept. Alors, notre sujet du jour, qui me tient très à cœur et que j'ai préparé assez rapidement, mais vous allez voir, ça va être relativement intéressant. Alors d'abord, l'angle d'attaque que j'ai pris, c'est tout simplement plutôt que de voir les périodes de récession, regardez plutôt le S&P 500. En fonction de ça, également, là, sur la droite jaune, là, ici, vous avez les taux d'intérêt, tout simplement, de la Fed. Et puis, les points ici que vous voyez en jaune sont les niveaux d'inflation qu'on avait à ce moment-là. C'est-à-dire quand les taux d'intérêt ont été augmentés. Pourquoi on a augmenté les taux d'intérêt? La cause, c'est bien entendu des niveaux d'inflation assez conséquents. Avant d'aller voir cette charte vraiment dans le détail, on va d'abord aller voir un article, un papier d'un économiste qui nous explique plus ou moins comment se sont passés les hard et les soft landing précédents. En tout premier, vite fait, je vous explique ce qu'est un hard ou un soft landing. Globalement, vous avez une manière de contrôler l'inflation qui est celle des banques centrales. Les banques centrales elles ont comme un levier, qui est le levier des taux d'intérêt, c'est ça qu'elles contrôlent, les taux d'intérêt directeurs, et concrètement, soit elles donnent un accès fort à la liquidité, c'est-à-dire c'est très facile d'emprunter, un petit peu comme c'était le cas en 2020, vous vous rappelez, très facile d'aller emprunter pour une maison, très facile pour une entreprise de trouver des liquidités, etc. Donc du coup, bien évidemment, ça a tendance à faire baisser le chômage, et ça a tendance à stimuler l'économie. Le problème étant qu'une économie en surchauffe va vous donner des prix en surchauffe, donc va vous donner de l'inflation. À ce moment-là, la Fed décide de restreindre l'accès à la liquidité, c'est-à-dire tout simplement le crédit via les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, l'investissement diminue, puisque c'est plus difficile d'investir, puisque c'est plus cher. Et puis également, le chômage augmente potentiellement, et la croissance diminue, c'est ce qui nous emmène à un hard landing, c'est-à-dire une récession. On a 3 scénarios ici actuellement. Et les 3 scénarios, ils sont relativement simples à comprendre. C'est soit un hard landing, c'est-à-dire une récession, 2 trimestres consécutifs de croissance négative plus un taux de chômage important. Et donc ça, c'est le hard landing. On a soit un soft landing, c'est-à-dire j'arrive à garder où on a par exemple un seul trimestre de croissance négative, ou alors par exemple on a un moment où en fait plutôt le chômage ne monte pas, voilà, ce genre de choses. Donc ça s'appelle plutôt un soft landing, c'est-à-dire la Fed a réussi, et il y a eu des épisodes dans le passé où c'était le cas, à remonter, on va dire, les taux d'intérêt sans trop nuire à l'économie, ou en tout cas elle les rebaisse au bon moment. L'autre possibilité, et elle existe pour Powell, mais connaissant peut-être la
personnalité de Powell et surtout voyant un petit peu ce qu'il est en train de se passer actuellement, c'est-à-dire une forte hausse, on a ici des taux terminaux qui vont probablement finir à 5,25, eh bien, c'est que tout simplement, il y ait un no landing. Un no landing, c'est quoi? C'est tout simplement de dire soit une stagflation, c'est-à-dire on accepte une forme d'inflation, mais la crise serait trop importante, donc du coup, en fait, plus tôt on appuie sur le levier. No landing aussi, c'est également de dire, finalement, on rétablit l'accès à la liquidité, l'inflation ne diminue pas au taux nominal de 2%, mais la Fed a semblé dire ici, et vraiment plusieurs fois, elle a semblé affirmer que leur volonté c'était d'aller à 2%, et puis finalement, ni le chômage, ni l'inflation, enfin on trouve une sorte de compromis où il y a absolument rien qui se passe, c'est-à-dire qu'on reste dans une période plutôt stagflationnaire, soit une inflation forte, soit une croissance qui n'est pas énorme, une croissance où on stagne, on reste dans une période inflationniste et une croissance qui stagne plus ou moins, mais pas de récession majeure. Donc comprenez bien que c'est les trois scénarios. Il y a le scénario de no landing, c'est-à-dire comme quand vous êtes dans un avion et vous dites bon bah finalement on va se cracher là, donc je remets les gaz et je décide de pas atterrir et d'atterrir plus tard. Le scénario de no landing, un petit peu finalement, c'est quelque part un petit peu ce qu'on a eu en 2020, c'est-à-dire on était censé cracher à cause d'un événement exogène, le Covid, et finalement, tout de suite, on a appuyé sur le bouton de la liquidité, on a peut-être appuyé un peu fort, le problème étant qu'on a remis les gaz un petit peu fort, et le problème étant qu'ensuite on s'est retrouvé avec une inflation à 9,1%, ce qui en fait nous oblige à un moment donné à atterrir, parce qu'à un moment donné, bien entendu, le cash c'est du fuel, et à un moment donné on n'aura plus d'essence, donc il faudra peut-être atterrir. L'image là pour le coup est plutôt bonne, vous me donnerez celle-là comme étant plus ou moins une allégorie qui vous plaît, ou qui me plaît en tout cas à moi. On a eu 3 épisodes de soft landing dans l'histoire. On en a eu en 1964, où on est... excusez-moi. Donc du coup, 3 épisodes où on a réussi à faire des soft landing, où effectivement en 1964, il n'y a pas eu réellement de récession, et on a réussi à avoir un taux de chômage qui était pas vraiment conséquent, et les taux avaient augmenté. En 84 également, où on n'a pas eu pareil d'épisode de récession énorme, et en 1993. Maintenant, la question qu'on peut se poser, donc rappelez-vous, 64, 84, 93. Ici, on a ce très bon papier de Alan S. Blinder, que je ne connais pas du tout, mais qui est probablement quelqu'un qui travaille à la Réserve fédérale, ou non, Journal of Economic Perspective, donc c'est un économiste. Très très bon papier qui nous explique un petit peu dans l'histoire comment ça s'est passé, quels ont été effectivement les épisodes de hausse de taux d'intérêt, et qu'est-ce que ça a signifié pour l'économie. Je vais passer ici pour vous montrer voilà, les différents épisodes. On a ici donc les barres, ce sont des récessions, hein, et les points culminants ici qui ont été comptés, ce sont tout simplement les moments où les taux d'intérêt ont augmenté, ont été plus hauts. Vous voyez effectivement ici le numéro 1, c'est l'épisode de 64, celui que je vous ai expliqué, où on n'a pas eu de récession. Vous voyez que le numéro 6, c'est l'épisode de 84, et le numéro 8, c'est l'épisode de 94. Donc pour l'instant, si jamais on décompte, si jamais on considère déjà que les 2 trimestres de croissance négatifs derniers n'étaient pas une récession, et on a changé la définition, vous le savez, cette année, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était 2 trimestres de croissance négative égale une récession, et maintenant, on a décidé que 2 trimestres de croissance négative plus du chômage est égal à une récession. Donc on va dire que on va prendre la nouvelle définition, hein, Wikipédia, celle qui a été... renouvelé, peut-être que c'est Joe Biden directement qui a fait la définition sur Wikipédia, je pense qu'il est peut-être membre, on ne sait pas. Mais donc du coup ici, la 11, on est obligé de la considérer plus ou moins également comme une sorte de soft landing, puisqu'on a eu, oui, 2 trimestres de croissance négative, mais on n'a pas eu d'épisode chômage comme ça aurait dû être le cas. Même si on a eu du chômage, hein, attention, il y a un moment avant qu'on rappuie sur la liquidité, il y a quand même eu du chômage. Vous voyez ici que 2020 c'est un événement exogène, et c'est pour ça qu'en l'occurrence Alan Blinder ne l'a pas réellement pris comme étant réellement un hard landing. Donc, ça c'est important. Regardez, on en décompte 10, vous le voyez ici, on va pas compter la 11e, puisque pour l'instant, je pense qu'on est encore un petit peu dans la résolution de celle-ci, encore que on pourrait compter la 11e ici et se dire, vous le voyez, puisque là ce papier a dû sortir
hiver 2023, donc non, on n'a pas encore pourtant les taux ont augmenté là, c'est un petit peu bizarre qu'ils ont. Bon, il a compté 2020, il a pas emmené sa charte plus loin. On aurait peut-être un épisode 12 pour le coup, et pour le coup, on pourrait considérer que le 11 a été un soft landing, ou plutôt un no landing, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Ici, vous comprenez que si on prend les chances que ça arrive, et c'est pas très compliqué de le comprendre, vous voyez que dans l'histoire de l'économie sur 11, voire 12 épisodes, on a eu 3 soft landings. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'économistes en ce moment, c'est pas très compliqué le modèle, qui disent on a 70% de chance d'avoir une récession et 30% de chance de faire un soft landing. C'est tout simplement une étude ici que vous le voyez, qui est empirique sur tout simplement les événements qui se sont passés auparavant. Vous pouvez faire ici des modèles mathématiques extrêmement compliqués à votre guise, etc. Mais pour le moment, de ce qu'on en voit, c'est ce qui est plus ou moins intéressant de voir, c'est que sur 10 épisodes, si on met le 11 de côté, on a eu 3 soft landings sur 10. Maintenant, les épisodes également, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser au S&P 500, donc peut-être moins à la croissance et à l'économie dans sa globalité que, en fait, au monde des actions, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est plus ou moins ce que fait S&P, puisqu'en ce moment, on a une corrélation avec le Bitcoin. Mais vous voyez ici que, en tout cas, en termes économiques, 3 chances sur 10 de faire un soft landing. Là où c'est intéressant, et je ne vais pas vous détailler tous les épisodes, puisque Alan Blinder, ici, nous détaille tous les épisodes, et c'est extrêmement intéressant. Si vous voulez, je vous mettrai le lien sur ce papier, pour ceux qui lisent l'anglais, et c'est vraiment intéressant ici d'aller regarder comment se sont passés les épisodes, etc. Mais on est à chaque fois dans des configurations très différentes, un taux d'inflation qui est différent, un contexte économique qui est peut-être moins globalisé en 1964 que actuellement. Tout ce problème aussi, en 64, on n'était pas nécessairement sur un pétrodollar, donc en fait les Américains ici, quand ils réduisent l'accès à la liquidité, réduisent l'accès à la liquidité du monde entier, et donc du coup comme les économies sont interconnectées depuis 1971, système d'échange flottant, et Nixon qui décide de la non-convertibilité du dollar en or, finalement on se retrouve à payer un déficit commercial pour les États-Unis, et finalement les choses deviennent un petit peu différentes, puisque le monde entier, quand les États-Unis sont en récession, est en récession. J'ai fait déjà des vidéos là-dessus, mais du coup, si vous voulez, si ça vous intéresse, mettez en commentaire et j'en ferai une autre sur vraiment cette idée que le fait, c'est le dilemme de Triffin, le fait qu'une monnaie d'un pays ne devrait pas être la monnaie mondiale. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là je vous passe sur tous les épisodes, etc. Peut-être qu'on va s'intéresser à l'épisode de 1994 qui a été le plus célèbre, Alan Greenspan à l'époque, qui est le chairman de la Fed et qui réussit un soft landing relativement légendaire. Et là en gros Blinder nous explique que les conditions elles étaient quand même particulières, au sens où par rapport au oui il y a eu des très très bons résultats, mais en fait il a plutôt ici diminuer le chômage que réellement diminuer l'inflation. Mais par contre, les résultats ont été effectivement très bons pour les 3 ou 4 prochaines années. 2000, la bulle Internet. 2004-2006, épisode un petit peu particulier, on va le voir aussi tout à l'heure. 2000... Pour lui, 2008 est un épisode un petit peu à part également, la grande crise financière. Et là, globalement, il en arrive à la synthèse, qui est de dire... Quand est-ce que l'inflation était très haute ou pas, et ça c'est intéressant, et l'augmentation totale des taux, et à chaque fois, qu'est-ce que nous a dit tout simplement l'économie d'abord, et est-ce que ça a été un soft ou un hard landing. Ici vous le voyez, 64, 65, 66 plutôt soft, mais est-ce que c'était un landing? Est-ce que vraiment on a atterri? Donc cette idée du no landing aussi, vous devez la voir quand même. Le 67 à 69 est plutôt softish, il est plutôt soft que hard. Ici on a eu 73, très hard landing, puisque c'est le premier choc pétrolier, donc bien évidemment crise à ce stade, inflation très forte. 80 et 81, deux hard landing qui en fait on avait et ça c'est ce que veut éviter. En fait la configuration actuelle, elle est plutôt celle des années 80 pour nous actuellement, puisque on a effectivement un pétrole très fort.
On a des économies qui sont plus ou moins interconnectées. Donc voilà, on est plutôt ici dans la configuration, bien entendu, d'un hard landing type 1980. C'est pour ça que Powell ne veut pas, parce que en 80, en fait, c'était juste avant Volcker, je me rappelle plus de son nom, mais au moment où Volcker arrive, il dit bon bah il y en a marre. En fait, on était dans une période où l'inflation restait haute, et à chaque fois qu'il y avait un problème avec l'économie, on remettait le levier pour ne pas avoir de chômage, et en fait, du coup, l'inflation revenait, et c'était une inflation vraiment sous-jacente, une inflation rampante, et ça posait un vrai problème. Donc à un moment donné, Volcker est arrivé, il a dit bon, on va mettre les taux à 15%, et puis voilà, on va s'en prendre une bonne, et puis on verra. Donc Volcker a été un peu célébré comme le héros à ce moment-là, puisqu'il a provoqué une énorme crise, et ça a été le premier qui a eu, entre guillemets, les balls de dire bon bah les gars, maintenant c'est bon, on va dedans, mais on arrête avec l'inflation parce que c'est vraiment un gros souci. 83-84, plutôt soft landing vraiment réellement, mais est-ce que c'était un landing? C'est aussi la question que pose ici. Donc vous voyez que le 64 et 84 c'était plutôt un no landing, et on s'est plutôt mangé quelque chose après 5 ans après en 88-89. Ici, il faut comprendre, et là il dit celui-ci était soft, celui de 94 était vraiment un soft landing pour le coup, celui de 2000 était plutôt softish, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une récession extrêmement longue, même si les actions ont morflé en 2000, on n'a pas eu une inflation extrêmement longue. Celui de 2004 était un hard landing, mais pas forcément dû à la Fed, et celui de 2015 à 2019 était plus ou moins une période récessionnaire, effectivement était un hard landing, mais pas nécessairement dû non plus à la Fed. Donc, je trouve que cette analyse est très intéressante. Je trouve aussi que là, on remet en cause un petit peu, c'est pas tout blanc ou tout noir. Est-ce qu'il y a eu des landings réellement? Est-ce que finalement, à chaque fois, on n'a pas décalé, par exemple ici en 65-66, le problème sur 67-69 et ainsi de suite? Et est-ce que parfois, en fait, l'injection d'économie de la sphère, puisqu'il y a une dichotomie entre la sphère économique et la sphère monétaire, et c'est ça qui fait qu'on a évidemment, bien évidemment, à un moment donné, l'économie doit se réaligner, est-ce que finalement on n'a pas décalé les problèmes ici? Il y a aussi une nouvelle donnée. D'abord, je vous l'ai dit, il y a une première donnée qui était assez énorme, qui était 1971. Les choses sont devenues différentes puisque non-convertibilité du dollar en or, et on arrive sur un système de change flottant sur le dollar qui lui-même est la monnaie monétaire mondiale qui permet tout simplement de faire les échanges. Auparavant, on ne pouvait pas créer du dollar comme on le faisait avant, puisque le dollar était censé être indexé sur l'or, et ensuite après on a créé ce système de change flottant où le dollar n'est indexé sur rien. Les autres monnaies par contre sont plus ou moins indexées sur le dollar, ou en tout cas ont des systèmes de change flottant qui font que effectivement ils essayent de rester corrélés au dollar. Troisième chose qui est nouvelle, c'est que en 97 il y a la crise asiatique, et la banque centrale du Japon arrive plus ou moins à rester dans une économie on va dire viable, à ne pas cracher toute la zone, tout simplement en créant ce qui s'appelle le quantitative easing. Le quantitative easing étant tout simplement j'achète on va dire des obligations et j'achète mes propres bons du trésor, entre guillemets, c'est un ralenti que je vous fais là, mais parce que sinon il y aurait une crise obligataire, et donc du coup par ce biais là je relance mon propre pays, je relance l'investissement dans mon propre pays. Donc c'est des politiques keynésiennes de type financière. Auparavant, le problème des politiques keynésiennes, c'est qu'effectivement quand vous baissiez les taux d'intérêt et que vous augmentiez, vous lanciez des grands programmes d'investissement, le New Deal, vous avez dû apprendre ça à l'école, ce genre de choses, qui sont en fait des grands programmes d'investissement étatiques pour recréer de l'emploi, et quand vous recréez de l'emploi, vous recréez de la demande, et quand vous recréez de la demande, vous recréez de la croissance. Eh bien, ces systèmes ne fonctionnaient plus. Par exemple, dans des systèmes de libre-échange comme l'Europe, si vous créez des grands programmes autoroutiers, vous allez plutôt relancer, on va dire, et je veux pas ici les voisins, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire appel même à des firmes entre guillemets, des pays de l'Est, etc. Et finalement, toute cette demande que vous allez créer risque, dans des économies interconnectées, de relancer vos voisins. Donc on s'est rendu compte de ça, et on s'est dit que, effectivement, dans des économies interconnectées, à l'époque, on pouvait pas faire du protectionnisme, et on voit en ce moment une énorme montée du protectionnisme dans le monde. Donc c'est peut-être aussi une réaction à ce fait que, finalement, nos politiques économiques ne marchent plus. Mais il y a une grande montée du protectionnisme.
principalement, vous l'avez vu avec Trump aux États-Unis, Trump qui finalement a un peu délaissé le Moyen-Orient, s'est dit bon bah intervention en Syrie, bon on y va tranquille, mais non on n'y va pas. Il y a toute cette partie Moyen-Orient qui a été complètement délaissée. Trump s'est énormément axé sur la Chine et le protectionnisme vis-à-vis de la Chine, et c'est aussi plus ou moins la politique que derrière nous donne Biden. Avec un interventionnisme certes en Europe, mais c'est pareil, on n'y va pas, on va donner des tanks et des choses comme ça, etc. Donc oui, il y a une forme d'interventionnisme, mais d'une certaine manière, on n'y va pas. Donc, ça c'est extrêmement intéressant, et je sais pas pourquoi j'ai dérivé là sur d'autres choses, mais principalement, quantitative easing, nouvelle donnée, il est possible pour une banque centrale, alors qu'auparavant c'était interdit, il est possible pour une banque centrale d'acheter sur ses propres marchés, de manière à relancer l'investissement, mais directement sur son territoire. Donc on peut créer de la monnaie pour créer de la demande, et plutôt que de relancer tout ça au niveau, on va dire, des voisins, essayer à l'intérieur de son propre pays de relancer le système financier et la liquidité. Donc ça c'est assez nouveau aussi. Donc 2 événements majeurs pour moi dans les politiques commerciales, et qui vont changer une bonne partie de toutes ces analyses-là, qui par le passé donnaient des résultats, et qui sont d'une part le quantitative easing, et qu'est-ce que ça va faire, et ça on ne le sait pas, la Fed a tellement acheté, et là en fait ce qu'ils ont commencé à revendre, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qui a été acheté en 2020, ça c'est une première chose. Deuxième chose, bien évidemment, la dette qui est au-delà de 100% du PIB, je sais plus si c'est 80, je sais plus le chiffre exact aux États-Unis, mais en gros, le service de la dette devient tellement important, le fait de payer les taux d'intérêt sur votre propre dette devient tellement important qu'il risque de plomber tout simplement vos politiques d'État propres. Il y a un moment donné où créer de l'argent crée des problèmes, et donc du coup on arrive peut-être aussi dans ce type de période-là. Donc est-ce que soft ou hard landing, est-ce que hard reset, est-ce qu'on redémarre l'ordinateur et on s'en prend une bonne, comme en 83, comme en 2000, comme en 2007, ou alors est-ce que c'est pas le cas? Et la question qu'il faut se poser ici, et là du coup on va arriver sur ma chart, c'est déjà, bon, ça effectivement c'est violent au niveau de hausse. Pour l'instant, la correction sur S&P, et vous comprenez que là je vais changer d'angle et je vais axer plutôt ma vision des choses sur le S&P. Pour l'instant, la correction sur S&P, elle est à peu près de 27%. Si jamais on faisait un épisode 2000 ou 2007, on irait plutôt ici dans les lignes du 50%. Donc ça, c'est la grande question finalement qu'on peut se poser, c'est de dire, est-ce que la correction qu'on a faite là, elle est suffisante? Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va nous donner ça sur S&P, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui va nous donner ça? Bien évidemment, si l'économie, d'un coup, le chômage aux États-Unis se met à aller à 20%, il n'y a plus rien qui marche, etc., et que tout est cassé, entre guillemets, et que, par exemple, les États-Unis ont du mal à faire leur service de la dette, ce genre de choses, etc., et que vraiment on est sur une crise majeure, on sera plutôt à ça, d'accord? Enfin, voilà, on sera plutôt même... Voilà, ça serait un très bon point, revenir au niveau de 2000, reprendre 20 ans dans les dents, moins 67%, et ça serait tout à fait quelque chose qui serait dramatique, entre guillemets, pour les investisseurs, mais qui... et puis après... comprenez bien que la liquidité va revenir, etc. Et toutes ces choses-là, bien évidemment, prennent du temps. Mais j'en reviens ici directement, on va faire comme ça. Et je dis pas que c'est ça qui va se passer. Hein. Pour moi, on va plutôt ici rebondir quelque part par ici à 3000. Et peut-être que même le plus bas a déjà été touché. C'est pas mon scénario privilégié, mais pour moi, voilà, revenir déjà au niveau pré-Covid serait un moins 30, serait déjà quand même un truc à potentiellement un bon niveau. Revenir au niveau où on enfonce le Covid, intéressant aussi, je trouve, moins 50%, ça nous donnerait un épisode type, vous le voyez ici, moins 50 et moins 57, type 2000 ou 2008. Moins 50%, ça serait intéressant aussi comme niveau de correction, et c'est tout à fait possible que ça arrive. Et ici, terminer avec un bear market à moins 27 est aussi possible, tout dépend de ce que ça va nous donner au niveau de, effectivement, l'impact de la Fed sur l'économie. Ici, on va revenir... J'espère qu'il va actualiser, voilà. Ici, on va revenir, on va essayer d'augmenter un petit peu l'histoire, sur le S&P et les fameux épisodes. Alors là, j'ai pas 64, mais on va regarder 71. 71, vous voyez qu'on avait un taux... On avait un taux d'inflation très fort. On va descendre tout ça. Voilà. Et on va augmenter ça. Voilà. On va y arriver.
J'ai été obligé de mettre une échelle fixe pour les taux. Concrètement, 71, on avait un taux d'inflation assez fort, 12,3%. 71, 72, hein, c'est l'épisode global. Et globalement, là, on avait augmenté les taux d'intérêt. Tout de suite, tout de suite, à mi-chemin, le marché action corrige et il prend moins 50% dans les dents. Donc, pour l'économie, je me rappelle plus si c'était un soft ou un hard landing, mais en tout cas pour les actions, on a ici bien mangé et on est à moins 50% sur le S&P. Ici ensuite, l'accès à la liquidité se restaure, on diminue les taux d'intérêt, donc il y a probablement eu ici une récession et l'inflation avait descendu à ce stade. Je vous ai pas mis les autres niveaux, mais en l'occurrence, on a ici une petite correction qui est celle de 76-77. Que j'ai pas noté là, et ensuite on réaugmente les taux, étant donné que l'économie, enfin le marché en général, la logique normale, ça va être de monter les taux quand l'économie va bien. Ici c'est un petit peu contre-courant ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire qu'on monte les taux quand l'économie va bien, oui, mais quand le de toute façon, oui, quand le S&P corrige et en même temps on monte les taux. En général, ça fonctionne pas toujours dans ce sens-là. Ici, vous voyez que effectivement, grosse augmentation de l'inflation, on était à 15% à peu près dans ces moments-là, donc on a augmenté très vite. Ça, c'était les 2 épisodes où je vous ai montré dans les années 80, et ici, j'ai pas le niveau, mais on avait une inflation qui est redevenue relativement forte, et là, le marché corrige de 28%. Donc, la correction du marché n'a pas été énorme par rapport à ce qu'a douillé l'économie, si vous voulez, dans les années 80. Et si on devait faire un parallèle entre les années 80 et aujourd'hui, vous voyez que 28%, 27%, voilà, ça colle. Mais je dis pas que c'est ce qui va se passer, voilà. Mais en tout cas, c'est possible qu'une économie douille, mais que le marché price tellement une reprise, et que la reprise ici, vous le voyez, alors là, on a eu un problème, c'est-à-dire que là, on a eu à nouveau un pic d'inflation, donc du coup, on a décidé de réaugmenter les taux autour de, vous le voyez, 19-20%. Ici, l'échelle est à gauche, là. Donc, par 2 fois, on est redescendu, on est remonté. C'est les fameux chocs successifs. Après, sur la descente, on restaure l'accès aux liquidités, le marché se reprend, vous le voyez ici, il redépasse tout de suite son ATH, et puis ici, très légère augmentation des taux qui fait corriger le marché de 15%, et là on est sur l'épisode de 1984, qui était plutôt un soft landing au sens de Blinder. Ici, on restaure l'accès à la liquidité également. On est sur le crash de 88. Le marché perd 35%, crash pétrolier. Et donc du coup, l'accès à la liquidité ici a été restauré déjà en amont, mais c'était plutôt un événement exogène qui a fait crasher le marché. Ici, on revient à une inflation à 6% à peu près dans ces zones-là. C'est pour ça que l'inflation a augmenté, donc on a augmenté bien évidemment les taux à 9,71% en l'occurrence ici. C'est ça. Et donc du coup, le marché s'en fait fi puisqu'il avait déjà corrigé ses 35%. Ensuite, on restaure l'accès à la liquidité. Le marché nous fait un très beau rallye. Et puis derrière, alors pourquoi j'ai pas les niveaux d'inflation là, je sais pas. Pourquoi on a réaugmenté ici ? « 95, j'ai dû oublier de les mettre. Oui, j'ai oublié de les mettre. Bon, c'est pas grave, on va regarder vite fait. J'ai dit 95. On était à 3,30, donc rien de bien méchant sur le pic d'inflation, c'est ça. Ouais. Elle était où ma charte d'avant ? Elle était sur ça, je crois. Ouais. Donc du coup voilà, 95, 3% d'inflation, donc vraiment pas notable. On était là, excusez-moi, du coup, ouais, on était là. Et le marché continue son rallye finalement, même sur la montée de ces taux-là, le marché continue son rallye. Les taux ont été montés très rapidement, et vous voyez qu'en fait c'est plus ou moins cet épisode-là dont je vous parlais de 1994, qui est considéré comme un soft landing. L'économie ici n'a pas vraiment eu de problème. Pendant 3 ou 4 ans, on a eu vraiment une inflation à 2-3%. Et finalement, est-ce qu'il y a eu un landing, quoi ? Voilà, c'est ça la question. Par contre, très bonne idée au niveau de... Comment il s'appelle ? Alan Greenspan, qui était le chairman de la Fed à cette époque-là, qui effectivement, tout de suite, dès qu'il voit le problème, a une réaction très franche et tout de suite réaugmente les taux. Le marché latéralise un petit peu pendant l'augmentation des taux, et puis finalement, là, tout va mieux et on repart ici dans une jolie expansion.
Là, on a une montée des taux pendant que le marché fait son rallye. Ça veut dire qu'on a une décade, une dizaine d'années où le marché va bien, mais on a des petits moments d'inflation. Ici, vous le voyez, on était à 3,4% au top, donc au moment ici où les taux sont le plus haut. Et on a quand même ici, vous le voyez, la crise de 2000, la dot-com bubble. Tout le marché était en train de faire son rallye sur fond de les nouvelles technologies, c'est l'avenir, etc. et tout ça. On investissait finalement un petit peu dans tous les sens sur des choses qui n'étaient pas forcément viables. Chaque entreprise qui mettait .com après son nom devenait... on a eu ici une spéculation financière terrible. Ensuite, l'inflation crash, le S&P crash. Et en même temps, on réinstaure l'accès aux liquidités, puisque non seulement le S&P crash, mais également, bien évidemment, dans le même temps, vous vous en rappelez que la crise de 2000, c'était vraiment quelque chose de terrible. Là, on a restauré l'accès aux liquidités, le marché repart, on remonte les taux d'intérêt pendant que ça augmente au niveau du marché, c'est assez récurrent en général. Et puis ici, le marché recrache à nouveau. Et là, on est sur la crise de 2007, je pense. Oui, c'est ça, 2007-2008. La crise des subprimes. On perd 50% très très rapidement. Vous voyez que là, on est en monthly, donc ça nous donne sur un an une baisse de 57%. Et c'est la grande crise financière, la dernière grande crise financière en date. Ici, Bitcoin est créé à peu près par ici, suite à cette crise financière-là, justement. Et puis ensuite, depuis, on fait ce fameux rallye. Pourquoi ? Parce que la liquidité, elle est à zéro, d'accord ? La liquidité ne coûte rien pendant une période de temps très longue. Et la grande question ici, elle est de se dire, est-ce que finalement, ça n'aurait pas été ici, par exemple dans cet épisode-là, plus intéressant de remonter les taux plus vite ? A priori, l'inflation était basse dans ces zones-là, donc on n'a pas eu besoin de le faire, mais vous comprenez ici que peut-être que ça aurait été bien de le faire. On décide de les remonter en 2015, de 2015 à 2019, vous l'avez vu, on était sur la période de Greenspan a dû à un hard landing. L'inflation était pas non plus incroyable, mais on était quand même sur une période de hard landing. Et puis ensuite crash Covid. Crash Covid, donc là, pendant même l'année 2019, on a eu une correction à 20% du marché des actions. Je pense qu'ici, on avait des taux de chômage qui étaient importants. On va le regarder. J'ai parlé de 2015 à 2019. 2015 à 2019. Alors en 2015, il était, oui, assez important. C'est vraiment relou ça. Voilà. En 2015, non, il n'était pas incroyable. Si on était à 7,38 quand même. 2013, 2014, 2015, il était plutôt à la diminution, 6%. Et là, effectivement, jusqu'à 2019. Là, on considère que la Fed, avec un chômage à 4%, peut augmenter ses taux. On était même ici sur un chômage à 4,89, 4,93, 5%. La Fed décide de réaugmenter ses taux. Donc on est sur l'épisode, effectivement, 2015 à 2019. Le chômage continue d'augmenter. On a une augmentation des taux quand même. Et crash Covid, moins 34% sur les actions, vous le voyez ici. Crash Covid, et bien évidemment, du coup, vous le voyez ici, on a eu sur le crash Covid un passage du chômage à 14% en à peine quelques mois. On est ici sur 1, 2, 3 mois. 3 mois, tout le monde a licencié en se disant c'est bon, c'est la fin. Et bien évidemment, sur les actions, un moins 34% également. Ici, la Fed rappuie sur le bouton liquidité. Vous voyez qu'on était en train de remonter à 2,50 et finalement, on décide de redescendre. Du coup, je suis obligé de croiser avec le chômage parce que c'est bien évidemment un des deux mandats de la Fed. Et puis, crash Covid, je l'ai dit, où il est le S&P ? Crash Covid, on rappuie sur la liquidité, non pas pour relancer les actions, mais pour relancer bien évidemment l'économie. On appuie un petit peu trop fort, et surtout, vous le voyez pendant ce rallye-là. Et finalement, si je croise avec le chômage, ce qui est plutôt intéressant, vous voyez que ici, au moment où on était déjà redescendu à 3 ou 4% de chômage, la Fed a vraiment mis du temps. Février 2022, à réaugmenter ses taux. On a réaugmenté les taux très fortement. Désormais, on est à 4,5. Mais la Fed a vraiment trop tardé. Donc, possibilité d'un no landing, possibilité d'un soft landing, possibilité d'un hard landing, c'est vraiment les questions ici qu'on peut se poser. Vous voyez qu'ici, à ce stade, on avait une inflation à 9,1%. Vous voyez que le S&P a déjà corrigé 27%. Au plus bas. Maintenant, il a repris la moitié de tout ça. Et
quelle est la vision finalement de ce qu'on pourrait avoir ici? Moi, je suis pas économiste de profession, ou je suis pas spécialiste de la politique monétaire, etc., toutes ces choses-là, mais j'ai tendance à dire, l'inflation, elle descend. L'inflation, elle descend, elle est désormais à 6,40. On était à 9,1, on a déjà fait un tiers du boulot. Est-ce que ça veut dire... mais par contre, on pense qu'au niveau de la hausse des taux, étant déjà à 4,50, il nous reste un point à augmenter. Si on fait un rapport de force, on va dire, entre le 1 point à augmenter plus ce qu'ont corrigé les actions, on va dire qu'il nous reste encore 20% à perdre sur ce qu'on a potentiellement déjà perdu, admettons. C'est-à-dire que, globalement, on irait plutôt au point pré-Covid. Voilà, ça serait ça l'idée, pour moi. Hein. Si on rajoute un point à peu près dans l'histoire, on les a presque touchés ici, mais voilà, le point sur S&P pré-Covid est une très bonne target pour cette correction. Et d'ailleurs, je sais plus, mais je pense que c'est plus ou moins les niveaux que je target moi personnellement. Donc ça voudrait dire là ici, y aller potentiellement bien sûr en 3 vagues, et potentiellement ici faire un rallye de soulagement au moins jusque là, et ensuite redescendre et rebaisser, et effectivement faire une sorte de déflation. Une sorte de récession, pardon. Maintenant, il semblerait que l'inflation, vous le voyez, on l'a vu sur la chaîne, on l'a beaucoup... l'inflation diminue, mais elle a tendance à prendre un palier là en ce moment, elle a tendance à diminuer un petit peu moins, etc. Donc la question c'est également bien évidemment combien de temps la Fed va-t-elle devoir rester à des taux contraignants? À quel moment on rouvre l'accès à la liquidité? Le marché repartira vraisemblablement il est déjà en train de repartir dès qu'on aura les signaux que l'accès à la liquidité va être recouvré. Le marché a toujours entre 6 mois et 1 an d'avance, et maintenant encore plus que c'est pas réellement des humains qui tradent, je vous l'ai expliqué il y a pas longtemps, mais vous avez 70% du volume financier actuellement sur le marché action qui est fait par des robots. On peut estimer que les robots vont essayer de front-run tout simplement ce type de décision-là, etc. Donc, il est très intéressant ici de voir qu'effectivement, on toucherait peut-être un palier ici d'inflation. Donc, ça donnerait effectivement peut-être une possibilité à la Fed de continuer à augmenter, potentiellement. Et ici, on commence à entendre dans les médias 3 hausses de 0,25 désormais, c'est-à-dire une hausse également en juin. C'est-à-dire 3, j'ai pas mis à jour ici les 0,25 successifs, etc., mais je le ferai. Et on commence à dire ici que potentiellement, le taux, on va dire, terminal, il serait plutôt à 5,25, 5,50 que à 5 comme... Théoriquement, le marché est en train de le pricer. Le marché est en train de le pricer même à 5,25, c'est-à-dire encore 3 hausses sur la target. Je vérifie ce que je suis en train de dire au même moment. Oui, c'est ça, 2 hausses, encore 2 hausses supplémentaires et peut-être une 3e. Voilà, c'est ça qui est de nouveau dans les tuyaux. On va regarder ici ce que price le marché concernant. Donc ça, c'est un sondage qui est effectué par le CME et qui demande aux acteurs importants du marché ce qu'ils en pensent. Et là, vous voyez que 81% du marché le marché est plus ou moins en train de pricer le fait que la prochaine fois, au meeting du 22 mars, on aura une hausse de 0,25 à nouveau. Donc, je pense que j'ai pas mal fait ici, la logique. Combien il y a eu de soft landing dans l'histoire? Ça dépend de comment on voit déjà un soft landing, et ça dépend de comment on dit, il y a eu du no landing, c'est-à-dire on remet à plus tard. Pour moi, 2020 a été un fabuleux no landing, c'est-à-dire que normalement l'économie aurait dû crasher en raison du Covid, etc. Et on a reporté ce problème à plus tard. Est-ce qu'on peut faire 2 no landing de suite? Je suis pas sûr. Je pense pas ici qu'à un moment donné, ça soit une très bonne idée de reporter le problème à plus tard en permanence. Ça, c'est une première histoire. La deuxième histoire, c'est que désormais, les bots, et on l'a vu notamment avec Aladdin, le bot qui est l'intelligence artificielle de BlackRock, qui a été d'ailleurs fourni à la Fed pendant cet épisode-là, et qui a aidé à ce no landing, entre guillemets, puisque Aladdin a effectivement ici proposé des modèles à la Fed, et il a probablement été énormément utilisé pour essayer de réfléchir comment on pouvait s'en sortir de cette crise Covid. Eh bien la question c'est est-ce que cette intelligence artificielle est capable de nous faire atterrir en douceur, puisque désormais, comme je vous le dis, on est dans une période relativement intéressante.
Quand je dis relativement intéressante, je dis relativement intéressante, oui, à la fois dangereuse éthiquement, mais relativement intéressante, où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le monde de la finance, et le monde de la finance, c'est tout. C'est-à-dire que le monde de la finance, c'est tout simplement, on va dire, l'air que vous respirez, d'une certaine manière, à ce stade. Pas forcément si effectivement vous vivez en autonomie dans la forêt, avec pas besoin d'eau ni d'électricité, ce que je peux vous souhaiter d'une certaine manière, mais ça va être en tout cas, quelle va être la thune que va toucher le million de personnes qui travaillent, par exemple pour les pouvoirs publics, ce genre de choses, etc. Ça va être vraiment, quand même, pour une bonne partie du monde, c'est un petit peu l'air que vous respirez, encore une fois. Et parfois, quand vous respirez, il faut inspirer et expirer, donc du coup, il y a peut-être des fois où aussi il faut corriger. Donc la question ici, et je suis en train de m'égarer là, mais c'est plus ou moins de répondre à cette idée de, pour moi, une chance sur 3 de faire un soft landing, peut-être une chance sur 3 ou un peu moins, allez, 10 ou 15% de chance qu'on ait un no landing, mais j'y crois pas trop parce qu'il y a un moment donné où il faut arrêter de remettre à plus tard, de procrastiner. Et 3, en fait, qu'est-ce qu'un hard landing ? C'est un moment où finalement... Et c'est ça que Milton Friedman montrait quand il écrivait tous ses bouquins autour de la dichotomie entre la sphère monétaire et la sphère économique. En fait, c'est que la Fed a appuyé trop fort sur les taux. Et Friedman nous parle de lag au niveau des indicateurs, c'est-à-dire que les indicateurs laguent tellement que effectivement, on a ces fameux hard landing, tout simplement parce que la Fed à chaque fois ne pivote pas assez tôt. Et malheureusement, j'ai l'impression à ce stade que on va attendre les signes d'une récession avant de réfléchir à un pivot. Et c'est pas vraiment comme ça, peut-être, et encore une fois, je suis pas non plus spécialiste des politiques monétaires, mais l'impression que ça me donne, c'est que on va attendre d'avoir les signes d'une récession, qui sera déjà trop tard, puisque c'est pareil, tout ça, c'est des choses qui mettent énormément de temps à se remettre en place, etc. Les salaires, toutes ces choses-là. Donc du coup, on risque ici d'avoir des indicateurs qui laguent, alors que potentiellement, ça serait déjà ici un bon endroit pour moi, à ce stade-là, étant donné que l'inflation est en train de descendre, ça serait un bon endroit pour tout simplement dire on va faire une pause et on va regarder où ça va. Maintenant, et il y a des vieilles considérations qui sont dans les tuyaux ici et qui disent, pour faire baisser l'inflation, il faut que les taux soient supérieurs au taux d'inflation. On a un taux d'inflation ici qui est actuellement à 6,40 en headline et 5,5 on va dire en core CPI. Si on prend le core CPI comme idée ou le core PCI qui nous sortira vendredi prochain, eh bien il faudrait que les taux soient idéalement au-dessus. Donc peut-être que, et encore une fois c'est le job de Powell qui est quand même une tête et il n'a aucun intérêt à faire cracher l'économie non plus, le job serait de dire priorité première, l'inflation. Le chômage n'augmente pas, donc on peut y aller. Donc nécessairement, on continue à augmenter et on continue à faire des hausses de 0,25 successives. Pour l'instant, je pense que le pivot commence à être bien senti, c'est-à-dire le pivot partiel, on va dire. On diminue l'augmentation des taux. On a augmenté très très vite et très très fort et ça crache pas. Bizarrement. C'est-à-dire que normalement, ça devrait cracher et à part le marché action, on n'a pas grand monde qui crache, on a le marché des actions, effectivement, même si là il repart en rallye, vous le voyez. On a également le marché du housing, puisque lui il est extrêmement dépendant des taux, surtout aux États-Unis où vous avez beaucoup de gens ont pris des taux variables, c'est-à-dire que vous avez des bons taux, mais ils augmentent avec les taux d'intérêt de la Fed, tout simplement. C'est complètement con, mais voilà, me demandez pas pourquoi. Et donc du coup, bien évidemment, quand vous avez des taux qui augmentent, vous êtes obligé de les répercuter sur les loyers que vous allez donner à vos locataires. Vous êtes obligé également, ça empêche votre capacité, bien entendu, d'épargne. Et voilà, toutes ces choses-là impactent tout de suite le marché du housing, le marché de l'hébergement, qui d'ailleurs en ce moment est en train de bizarrement, enfin peut-être pas bizarrement, mais qui en fait finalement relance plus ou moins les coûts d'hébergement et donc l'inflation. Assez contre-intuitif, mais c'est plus ou moins ce qu'on voit en ce moment se mettre en place.
Voilà pour cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Effectivement, plus d'1 heure, mais on est vraiment rentré dans le sujet. Voilà, on a un peu blablaté aussi, il y en a probablement un petit peu à racler, à mettre de côté dans tout ce que j'ai dit, mais je pense qu'on est allé ici au fond de la réflexion, qui était celle de dire, est-ce qu'un soft landing est possible? La réponse est oui. Pour l'instant, on en a pratiqué une trentaine de pourcents dans tout ce qui a été fait en termes de soft landing, entre 25 et 30%. Donc, on va dire que les chances d'une récession sont de 70%. La grande question aussi, c'est on a déjà eu plus ou moins quand même 2 trimestres de croissance négative sur ce moment-là. L'événement était effectivement exogène et effectivement c'était le Covid et effectivement on était ici à ce stade dans autre chose. Et pour l'instant on en est sorti, on est déjà quasiment 3 ans plus tard maintenant et 2 ans plus tard. Et la chose qui est complexe ici, c'est tout simplement de dire pourquoi on a un taux de chômage aux États-Unis qui n'augmente pas. Pourquoi on voit les layoffs, par exemple, dans la tech, etc., ce genre de choses. Est-ce que ça tient à la façon de mesurer la data, peut-être? Est-ce que ça tient également à un changement démographique aux États-Unis? On est très axé États-Unis ici, mais vous comprenez que c'est ce qu'il faut en finance pour être performant. Et la grande question également, c'est de se dire pourquoi on a un taux de chômage aux États-Unis qui n'augmente pas à ce stade, alors que théoriquement, on est sur des conditions financières qui devraient être déplorables. Donc soit ça va mettre du temps à se mettre en place, soit il y a un vrai changement démographique qui est en train de se faire, c'est-à-dire que beaucoup de gens finalement ne retournent pas au boulot, soit il y a un vrai problème, c'est-à-dire que à l'inverse, c'est pas un problème, mais vous avez une inflation, donc vous allez avoir des gens qui vont cumuler 2-3 boulots pour tout simplement voir venir. C'est-à-dire que les gens ont eu tellement peur ici de l'inflation, de ces choses-là, ils en souffrent tellement que finalement ils acceptent de travailler plus. Là où vous pourriez avoir plus de oisifs dans un moment où finalement l'inflation n'est pas aussi importante. Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça et je pense plutôt qu'on est encore dans cette espèce de flux de liquidité énorme qui a eu les stimulus checks, etc. et toutes ces choses-là. Et on est encore en train de penser que tout va bien et de nager là-dedans, alors que finalement tout se détériore sur le fond, mais que personne ne le voit, si ce n'est peut-être justement certains analystes et Jérôme Powell. Donc pour moi, mon avis personnel, c'est qu'il n'y aura pas de soft landing. Maintenant, il est possible. On l'a vu dans les statistiques, entre guillemets, sur les derniers soft landing. Mon avis personnel, c'est que la Fed va aller trop loin, et elle est déjà allée trop loin dans ses hausses de taux, et qu'on va s'en prendre une bonne. La question, plutôt, et c'est la question qu'il faut se poser, c'est à quel point ça va impacter S&P. Et Bitcoin par contumace. Bitcoin, on l'a jamais vu en récession. Il n'y a pas eu de récession depuis 2009, donc on ne l'a jamais vu en récession. On ne sait pas comment il se comporte. Est-ce que c'est pas là qu'on va avoir le découpling où justement le Bitcoin devient entre guillemets un asset de or digital? On n'en sait absolument rien. Et plutôt une valeur refuge. On n'en sait absolument rien. Pour l'instant, le monde ne semble pas accepter cette idée d'une rareté numérique. Donc pour l'instant, on est plutôt sur quelque chose qui n'est pas mondialement adopté. Donc on est plutôt sur quelque chose qui est une action tech qui a énormément de potentiel, qui est énormément spéculative, action tech, mais qui n'a pas encore été adoptée et qui donc est purement spéculative à ce stade. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces petits sujets ils vous plaisent aussi de temps en temps. En général je les fais le week-end parce que on a un petit peu plus le temps de se poser. Je sais que moins de gens les regardent, mais je sais que les gens qui les regardent, ça leur fait vraiment plaisir d'avoir une analyse un peu poussée là-dessus. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et la question à la con du jour, elle sera sur à quoi vous occupez vos dimanches d'une manière générale, voilà, quelle est votre passion annexe qui vous permet d'occuper vos week-ends. Et donc ça sera ça la question du jour. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. Vous avez vu qu'aujourd'hui il était rapide parce que le sujet à traiter, il y avait énormément de choses à dire. Mais voilà, on refera un point un peu plus poussé demain. Bitcoin, il est un petit peu entre deux eaux là. Voilà, pour moi, il est en train de compresser, on va voir ce que ça dit. En même temps, c'est le week-end, donc c'est pas forcément le moment de se jeter sur des trades nécessairement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se voit demain pour une nouvelle analyse, un nouveau sujet. Que sais-je, voilà, portez-vous bien.